messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Un candidat, un programme réalisé avec la collaboration de la télévision nationale et par le Conseil supérieur de la communication. On a, durant donc 1 heure de temps, découvert un candidat que je vous amène à rencontrer avec mon associé pour cette cérémonie et cet entretien. Il s'agit notamment de Soumaïla Ouedraogo. Soumaïla, bonsoir. Bonsoir Rémi. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons découvrir le candidat Roch Marc-Christian Kaboré. Il est le président du MPP. Le MPP, c'est le mouvement du peuple pour le progrès, homme politique bien connu des Burkinabés. Il est économiste et gestionnaire de formation. Sous Blaise Compaoré, il a occupé de hautes fonctions, plusieurs fois ministre. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été Premier ministre. Le 25 janvier 2014, Roch Marc-Christian Kaboré et ses collaborateurs lancent le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, justement après avoir démissionné du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Sur le coup, il se range aux côtés de ses anciens adversaires que sont les hommes de l'opposition pour combattre Blaise Compaoré et son régime. Un combat d'ailleurs qu'il a remporté. Et aujourd'hui, Roch Marc-Christian Kaboré est lancé dans la conquête du pouvoir d'État. Roch Marc-Christian Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kaboré, bonsoir. La présentation que fait Soumaïla Ouedraogo de vous me permet de vous demander, lorsqu'on a été ministre des Transports en 1989 et qu'on a occupé différents postes dans l'exécutif et dans le législatif sous le régime Compaoré, qu'est-ce qu'on peut bien apporter de nouveau pour qu'on puisse dire « je vais être candidat et que les Burkinabés vous suivent » ? Je vais faire d'abord quelques remarques. La première des remarques, c'est que, comme vous le dites si bien, c'était le programme du candidat Blaise Compaoré et non le programme de Roch Kaboré à cette époque. La deuxième observation, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de honte à avoir participé à un gouvernement de Blaise Compaoré, parce que j'y ai participé par devoir pour mon pays et par honnêteté. Troisièmement, je voudrais également attirer l'attention sur le fait que le cas de Roch Kaboré n'est pas un cas particulier. Même dans la sous-région, vous avez vu beaucoup de personnalités qui étaient dans les pouvoirs en place, qui ont quitté pour des raisons politiques, qui ont créé leur parti et qui aujourd'hui gèrent avec bonheur, je dirais, la vie de leurs compatriotes. Simplement pour dire que Roch Kaboré soumet son programme de développement économique et social du Burkina Faso au peuple burkinabé. Il a quelque chose à apporter parce que l'expérience aidant, il a compris et il a pu situer là où étaient les défaillances du système dans lequel il a participé. Parce qu'une chose est d'établir un programme de société, une autre chose est de veiller à ce que ce programme ne soit pas gangréné ni par la corruption, ni par le favoritisme, qui finalement ramène à zéro les intentions et les bonnes intentions qu'on avait. Donc c'est pour dire que nous allons apporter en matière de bonne gouvernance beaucoup plus qu'hier. Alors, juste pour rebondir sur ça, est-ce que vous vous sentez quand même comptable des années Compaoré? Vous savez, je n'ai jamais fui mes responsabilités. J'ai toujours dit et répété que, ayant participé à un régime donné, je suis comptable. Mais cette comptabilité à plusieurs niveaux. Et comme je le dis, j'ai participé au pouvoir de Blaise Compaoré pendant plus d'une vingtaine d'années, à différentes responsabilités. Et comme vous le voyez aujourd'hui, je suis fier d'être non seulement libre, et d'être non seulement non attaqué sur quoi que ce soit, et d'avoir fait preuve de ma probité dans la gestion des ministères et des responsabilités qu'on m'a confiées. Alors, sur le plan de la justice, de nombreux dossiers vous attendent. Une partie de l'opinion craint qu'une fois au pouvoir, vous n'en étouffez pas certains, de peur qu'elle n'éclabousse, que ces dossiers justement n'éclaboussent le MPP et certains de ses leaders. Vous savez, ça c'est un vieux débat qui est répétitif. Nous avons dit déjà, que ce soit au niveau de notre parti et que ce soit à mon nom personnel, j'ai dit et répété qu'aucun membre du MPP ne pourra échapper à la justice s'il est compromis. La loi est applicable pour tous. C'est pour cela que je voudrais simplement rassurer que tous les dossiers qui sont en cours seront traités dans la transparence la plus absolue. Il n'y aura pas de passe-droit pour qui que ce soit.
Alors, je vais rester dans ce domaine-là. Vous avez, dans votre programme, prévu ce qu'on appelle une refondation des institutions et une modernisation de la gouvernance. Dans le domaine de la justice en particulier, qu'est-ce que vous comptez apporter? Il y a les assises de la justice qui sont tenues durant la transition. Un certain nombre d'éléments sont en œuvre. Il y a un nouveau code sur les magistrats qui a été voté il y a quelque temps par le CNT. Qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau ou qu'est-ce que vous continuez dans cette lancée-là? Mais je voudrais dire que nous avons tous signé quand même le pacte pour le renouveau de la justice. Et dans mon programme, j'ai précisé que j'allais appliquer ce pacte-là. C'est bien que le CNT et que le gouvernement aient déjà pris des mesures, qui sont déjà des mesures prises d'avance, qui nous permettent de travailler toujours à ce qu'il y ait l'indépendance de la justice. Nous devons donner plus de moyens aux juges et à la magistrature pour assumer ces missions. Nous devons pouvoir simplifier les procédures pour permettre d'accélérer et faire en sorte de rapprocher la justice des citoyens. Je crois que ce qui est en cours nous rassure et je voudrais vous dire que nous poursuivrons dans l'acte qui a été posé et la signature que nous avons donnée au pacte pour la renaissance donc, de la justice. Alors, sur le plan toujours de la modernisation de l'administration, nous avons aujourd'hui une administration publique politisée. Alors, que comptez-vous faire pour rétablir cela? Non, mais dire que l'administration est politisée, je pense que c'est trop dire. Ce qu'il convient de faire, en tout cas, et c'est ce que je compte faire, il faut remettre l'administration au travail. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous devons faire le point dans l'ensemble des ministères, des agents et des cadres qui y sont, qui ont parfois perdu des postes et n'ont plus été redéployés, qui finalement viennent chaque mois pour toucher des salaires sans apporter une contribution au travail. Nous devons faire en sorte également que les fonctionnaires assument leur mission, soient à l'heure au bureau et assument les tâches qui sont les leurs. Il y a des textes, il y a des règles du jeu dans l'administration, il faut les appliquer. Je dois faire en sorte également que dans l'administration, nous évitions que du commerce ne se développe dans nos administrations. Parce qu'on vend des chaussures, des pailles, de ceci, de cela. Il faut que tout cela cesse. Et c'est pourquoi j'ai tenu à dire qu'en ce qui concerne l'administration, nous ferons en sorte que la corruption, le monnayage de traitement, de faveurs, etc., on mette fin à tout cela. Parce que l'administration doit être à la disposition de l'usager et non le contraire. Monsieur le Président, vous parlez de... Vous mettez un peu en doute la politisation de l'administration. Est-ce que dans les nominations que vous allez mettre en œuvre, on a l'impression que tout le monde le dit, il y aura une montée en puissance d'un appareil d'État, un peu au système américain, ceux qui ont gagné s'installent. Et on sait que c'est cela la base de la politisation de l'administration. Comment vous comptez gérer cette situation-là? D'autant plus qu'on dit que votre parti, il est issu également de ces anciennes pratiques du CDP-là. Je pense que notre parti est ici, mais ne concerne pas les anciennes pratiques du CDP. Je voudrais simplement dire que nous allons mettre l'accent sur la qualité des hommes. Seront nommés les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. Dans une administration, tout le monde ne peut pas faire partie du même parti, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je pense que je voudrais simplement rassurer que concernant l'administration qui sera mise en place lorsque nous serons à Kosiam, ce sera une administration qui fera preuve et prendra acte des compétences des agents. Ça, au moins, c'est sûr. On ne tiendra pas compte forcément des questions politiques. Alors, on va rester dans cette réforme des institutions-là. Un élément dont vous avez beaucoup parlé dans votre programme, c'est la question de la décentralisation. Alors, est-ce que vous revoyez le programme? Vous dites transfert des compétences, accélérer les transferts, également des moyens. Ça va se faire dans quel délai effectivement? Parce qu'on en parle depuis quasiment qu'on a mis en place la décentralisation et ces transferts n'ont jamais été effectifs au niveau de la décentralisation. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Nous pensons que cela doit se faire très rapidement. En effet, la décentralisation est un axe important pour la démocratie à la base. Et c'est pourquoi, si nous ne transférons pas les compétences, si nous ne transférons pas les moyens pour permettre le développement communal, je veux dire que ça n'a aucun sens. C'est dans ce sens que lorsque nous avons décidé de mettre une taxe sur le foncier, nous avons dit que toute cette taxe sur le foncier sera destinée au financement des communes, pour leur permettre évidemment de mener des activités de développement au niveau des différentes communes du Burkina,
indépendamment des transferts de l'État. Parce que vous savez, c'est toujours la même histoire. L'État transfère avec beaucoup de retard, évidemment, les moyens aux collectivités. Et au moment où ils en veulent, ils n'en ont pas. Donc forcément, il y a des difficultés de fonctionnement et d'exécution des marchés dans les communes. C'est pour cela que nous avons décidé de mettre cette taxe foncière qui va nous permettre très rapidement de transférer des moyens, je dirais, frais aux communes pour leur permettre de travailler. On va réagir la taxe foncière lorsqu'on va parler notamment des éléments de développement. Oui, on va parler de votre programme justement. Vous êtes favorable au passage à une 5e République. Quand on parcourt également le programme de société de votre parti, on voit également que beaucoup de vos réformes ont été prises en compte ou du moins préconisées par le CNT. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de voir ce passage à une 5e République retardé? Je ne vois pas en quoi c'est retardé. J'ai dit qu'une fois élu, dans les 6 mois qui suivent, nous allons passer à une discussion au plan national pour l'écriture d'une nouvelle constitution qui va consacrer le passage de la 4e à la 5e République. Les thèmes de base sont connus. Réduire les pouvoirs du président. Rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Donc, je veux dire également réformer les différentes institutions. C'est une discussion parce que vous savez que la Constitution, c'est une base d'unanimité. Je ne dirais pas d'unanimité, mais il faut qu'ensemble, il y ait un consensus de base aussi large que possible pour que nous puissions adopter la Constitution. Alors, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas de retard. Nous sommes engagés sur un timing que nous avons défini et je vous promets donc que dans les 6 mois qui suivent, nous serons dans la rédaction de cette nouvelle Constitution et nous arrêterons l'ensemble des institutions indispensables donc, à l'État. Petite question pour les téléspectateurs qui nous suivent. Pratiquement, ça va se faire comment? Dans 6 mois, on commence les discussions. On passe quand? Aux prochaines élections? En cours de mandat, ça se fait comment? Non, la Constitution sera, il y aura un référendum qui va se faire une fois qu'elle sera terminée. Et donc, ce référendum, une fois que la Constitution est adoptée, les clauses pourront être mises effectivement pour que, évidemment, cette nouvelle Constitution ne soit mise en œuvre que pour les prochaines élections à venir, qui sera en même temps le dernier mandat éventuel du candidat qui aurait été élu. Ok. Il n'y aura donc pas de rétroactivité de la... Non, pas du tout. Alors, on va terminer sur cette question de la modernisation avec un élément dont vous avez parlé, dont on n'a pas fait cas. C'est le changement que vous voulez instituer au niveau notamment de certains démembrements. Les gouverneurs, comment vous allez gérer cet ensemble d'espaces-là? Gouverneurs, on dit qu'il y a trop d'échelons dans notre décentralisation. Vous allez en supprimer, vous allez en remettre. Comment ça va fonctionner? Nous avons dit que, j'ai dit à ce niveau qu'il fallait que nous puissions regarder et pour voir un peu les niveaux qu'il faut effectivement supprimer. Parce que trop de hiérarchisation entraîne un retard dans l'exécution des missions. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler et pour pouvoir proposer justement cette réforme que nous allons mener une fois que nous arriverons donc à Kosiam et pour permettre de réduire les échelons et de permettre d'arriver à des décisions qui sont rapides. Ça, je pense que c'est une disposition, en tout cas, que nous allons mettre en étude le plus rapidement possible. Oui, nous allons à présent aborder le volet développement du capital humain. Dans votre programme, vous avez dit que votre politique sera orientée vers les priorités de développement. Alors, quelle part comptez-vous consacrer à l'éducation et à la santé? L'éducation pour commencer. Pour notre part, je dois dire qu'en ce qui concerne l'éducation, vous parlez au plan budgétaire. Le plan budgétaire. Voilà. Je voudrais dire simplement que sur les 5 ans à venir, nous avons prévu en termes d'investissement environ 9 976 milliards. Les besoins de financement globaux sont de l'ordre de 16 400 milliards de francs CFA. Alors, dans les financements que nous apportons, nous disons que concernant le capital humain, il y a 5 300 milliards qui sont affectés au capital humain. Ça veut dire la santé, l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi pour les jeunes. Ça, c'est en dehors des frais de fonctionnement habituels de ces ministères. Absolument. Absolument.
Ce qui signifie que pour nous, nous avons souligné qu'en ce qui concerne l'éducation, nous devons travailler à la professionnalisation. Nous devons travailler à ce que 16% de ceux qui font la formation générale aient l'enseignement technique et professionnel. Parce que c'est de cette manière que nous pouvons résoudre durablement les questions de chômage. Monsieur Kaboré, je ne vous coupe pas. Enseignement technique professionnel, vous la liez comment vous faites comment cette jonction-là? Parce qu'on a des systèmes qui forment, techniques et professionnels, qui mettent des enfants dans les rues. On a vu ce qui s'est passé avec le centre de Zignaré, où les jeunes ont protesté il y a à peine une semaine parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Vous mettez ça en lien comment avec l'effectivité du marché de l'emploi? Je dois préciser que le centre de Zignaré forme des jeunes, mais ne dispose pas de diplôme. Donc forcément, ça pose un problème. Il faut résoudre d'abord cette question-là avant de pouvoir trouver du boulot. Alors, je dis simplement que pour nous, nous considérons que à partir du primaire, du post-primaire et du secondaire, surtout, nous devons commencer à introduire la formation professionnelle et technique. Parce que nous devons permettre aux jeunes, quel que soit le niveau auquel ils vont sortir, d'avoir un métier qu'ils peuvent faire. Et c'est pour cela que nous insistons là-dessus. Parce que dans tous les secteurs, que ce soit l'élevage, que ce soit la mécanique, que ce soit l'électricité, que ce soit les nouvelles techniques les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce sont des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Et ce n'est pas des secteurs où on peut rentrer si on n'a pas fait une formation. Et c'est pourquoi nous insistons là-dessus en disant le changement stratégique passe par là. Maintenant, au-delà de ça, sur le plan également de l'emploi, nous avons précisé un certain nombre de choses. Nous avons dit, aujourd'hui, nous faisons une offre à tous les étudiants de première année jusqu'à la maîtrise. Cette offre, c'est de dire, nous sommes prêts à vous recruter pour l'enseignement. Si vous êtes d'accord, nous vous recrutons. Ceux qui le veulent peuvent être recrutés pour former nos enfants depuis le CP1 jusqu'au terminal. J'ai proposé que dans chaque... Vous comptez obtenir combien d'enseignants nouveaux dans ce cadre-là? Combien de nouveaux enseignants que vous offrez? Ça, c'est une offre. Sinon, vous savez très bien que le nombre d'étudiants qui sont au chômage sont importants. D'autant plus que dans le programme, nous avons prévu nous-mêmes, en année normale, de pouvoir, en fonction des évolutions de la constitution de classe, recruter 13% chaque année d'enseignants supplémentaires, qui nous amène environ à 6 000 enseignants an. Ah, ok. Okay? Donc c'est pour dire que de façon très claire, c'est une offre que nous faisons. Qu'est-ce que ça va nous donner? Tout dépendra des étudiants auxquels nous donnons cette offre. Le second aspect, nous avons dit que nous recrutons par village également dans le cadre de la prévention maladie, 2 personnes par village pour assurer justement ce travail de prévention communautaire. Et là également, c'est donc des actes du boulot qui est créé autour de 16 000 emplois créés. Est-ce que ça ne fera pas trop en termes de charges budgétaires pour notre État dans les conditions que l'on met en place? C'est pour dire que nous avons justement, dans tout le schéma budgétaire que je vous ai donné, est prévu que dans les 16 milliards, aussi bien les charges de l'État que les investissements que nous sollicitons, aussi bien du budget national que de nos partenaires, tout cela est inclus dans ce budget. Oui, on a aussi le volet santé. Vous avez un peu abordé cela, mais vous n'êtes pas entré un peu en détail. Bon, la santé, nous avons dit qu'il faut augmenter l'offre de santé. C'est-à-dire qu'il faut que nous fassions en sorte que, je dirais, les établissements de santé se rapprochent des populations. J'ai dit également qu'il nous faut relever les plateaux techniques. Il nous faut aboutir à une formation, je dirais, de spécialistes qui seront affectés, je dirais, dans les CHR et dans les CHU, au niveau des différentes régions, afin de permettre de prendre à main les soins médicaux de nos malades. Également, dans le cadre, je dirais, de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, un certain nombre également d'éléments ont été précisés. Nous avons dit, jusqu'à 5 ans, prise en charge, je dirais, des urgences pour les enfants.
Mais je voudrais préciser. Monsieur Kaboré, vous avez parlé de quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un instant, c'est la question des médecins spécialisés. En préparant cette émission, j'ai regardé les statistiques du ministère et je me suis rendu compte que dans une zone comme le Sahel, il y avait un médecin spécialisé pour 400 000 habitants, comme dans une zone comme le Ouagadougou, le plateau, donc on a un pour 10 000. Alors vous faites comment pour faire évoluer cette situation, en sachant que la quantité même de médecins qui sortent chaque année est relativement très basse dans notre pays? C'est très basse, mais nous avons dit qu'il faut mettre un système de formation qui doit nous permettre de faire en sorte de former environ 600 médecins spécialisés par an, durant les 5 ans, disons. Alors, ça 600 médecins, 600 sur les 5 années. Voilà. Okay. Ce qui signifie que nous devons arriver en bout de chaîne à ce que dans l'ensemble des CHR et des CHU que nous avons, nous puissions avoir au moins une dizaine à une quinzaine de spécialistes dans les différents secteurs pour s'occuper de la médecine. Là, il y a des préalables. Il faut créer les conditions qui motivent justement ces spécialistes à aller s'installer dans ces CHR en leur dotant certainement de logements et de conditions qui leur permettent également de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Alors, ce travail de réflexion, nous le menons également avec, je dirais, les services de santé pour voir un peu comment nous pouvons résoudre cette question-là. Parce que vous n'avez personne pour s'occuper des dentaires, vous n'avez personne pour s'occuper des questions de gynécologie. Donc, forcément, cette santé-là est approximative lorsque vous dépassez Ouagadougou et Bobo. Est-ce que les gros lots des spécialistes sont là, dans des cliniques, parce que c'est plus intéressant. Est-ce que vous allez revoir la grille salariale des médecins? L'excitation passe par quoi? Absolument, absolument. Il faut regarder la question de la fonction publique hospitalière. C'est une question sur laquelle il faut se pencher avec, je dirais, les éléments du milieu, notamment les médecins, pour qu'ensemble nous puissions trouver la meilleure formule qui nous permette de gérer au mieux et les effectifs, mais également de faire en sorte que l'incitation permette effectivement de fixer des spécialistes dans toutes nos régions. Alors nous avons dans le secteur de santé publique à côté un secteur privé non effectivement régulé et ses tarifications et son déploiement géographique en tout cas sont à revoir. Et j'ai lu votre programme mais je n'y ai pas vu cet aspect. Vous parlez de quel secteur? La médecine? Oui, le secteur, la médecine privée. La médecine privée justement. Non, mais c'est vrai que la médecine privée joue un rôle important aujourd'hui au Burkina Faso et principalement, je dirais, dans nos grandes villes, puisque tous ceux qui ont des cliniques, etc., sont installés, je dirais, à Ouaga et à Bobo. C'est vrai, il y a une concentration, mais là également, c'est dû au fait que dans ces deux villes où vous avez quand même 3 millions d'habitants, notamment à Ouagadougou, vous avez certainement le marché qui permet également à ceux qui doivent se soigner dans ces cliniques de pouvoir payer. Et donc c'est cela qui explique, c'est ceci qui explique cela. Disons que sur ce plan, nous devons encourager également ceux qui sont dans ce domaine-là à pouvoir également non seulement aussi s'installer dans les régions, mais tout cela nécessite également des conditions qu'il faut mettre en œuvre. Il est difficile d'imposer à un médecin aujourd'hui à Ouagadougou de ne pas se localiser à Paspanga ou à Dapoya parce que, mettons, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté. Je crois que les textes ne sont pas encore fixés à ce niveau-là. Et il serait bon peut-être qu'en liaison avec, je dirais, l'ensemble du monde de la santé, nous puissions en discuter pour voir comment on peut avoir une meilleure répartition, je dirais, des soins et de la qualité des soins sur l'ensemble du territoire national. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, comme dans certains pays l'ont fait, des mesures incitatives pour amener notamment les jeunes médecins, les jeunes infirmiers à s'installer à l'intérieur du Burkina, y compris par des avantages fiscaux, y compris par une subvention de l'État, et trouver une régulation plus ferme sur la question des prix, notamment à Ouagadougou? C'est pour cela que je dis qu'il y aura des mesures incitatives qui seront prises, que ce soit pour le fait que des médecins conformes, des spécialistes puissent s'installer dans les régions, que ce soit également pour inciter le privé à s'installer également dans les mêmes régions pour pouvoir appuyer la médecine d'État.
Voilà, on va parler de l'assurance maladie universelle. Comment et dans quel délai comptez-vous la rendre opérationnelle? Bon, je pense que les textes de loi ont été pris. Il reste les textes d'application. On va veiller à ce que les textes d'application soient pris le plus rapidement possible. Mais nous allons le faire en partenariat avec, je dirais, tous ceux qui travaillent dans la mise en œuvre de cette assurance maladie, à savoir les médecins et tous ceux les partenaires sociaux, parce que nous tenons surtout à ce que cette assurance maladie universelle ne soit pas que de nom. Il faut que véritablement ce soit quelque chose qui permette aux Burkinabés d'être soignés dans de bonnes conditions. Deuxièmement, il ne faut pas non plus que nous mettions une assurance maladie qui va être une source de déficit chronique pour l'État. Donc ça veut dire qu'il faut qu'une bonne gestion, je dirais, de tout ce qui est ordonnance, tout ce qui est... Il faut qu'il n'y ait pas du laxisme dans ce domaine. Alors, c'est pour dire que nous allons, dès que nous serons à COSIAM, nous discuterons avec les partenaires sur ces questions, nous ferons en sorte que les textes d'application soient pris le plus rapidement possible. Les textes sont pris, les médecins vous disent, et vous en avez parlé tantôt, tant qu'on ne va pas régler la question des spécialistes, tant qu'on ne va pas régler la question des médicaments, on ne pourra pas. Donc, le délai, on peut prendre les textes, mais le délai va poser problème ensuite pour son effectivité. Mais je pense qu'on peut trouver des propositions palliatives pour gérer la situation en attendant d'arriver à la perfection. À mon avis, cela est possible. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec le syndicat des médecins, et je crois que c'est quelque chose que nous allons poursuivre dans ce sens-là. Alors, votre programme mentionne un pacte national pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la promotion de la santé des adolescents. Ce programme ne mentionne pas l'exemption de paiement, mais simplement la gratuité des urgences. Pour les enfants, bon, je pense que à ce niveau, je dois préciser simplement que déjà, les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge gratuitement pour un certain nombre, je dirais, de maladies telles que le paludisme, telles que les maladies diarrhéiques, etc. Mais je voudrais dire et réaffirmer que, en ce qui me concerne, c'est ce que d'ailleurs je prône dans tous mes discours que je fais dans mes différents meetings, la prise en charge sera gratuite jusqu'à l'âge de 5 ans pour toutes les maladies concernant les enfants qui ont moins de 5 ans. Okay. Alors, on va juste, avant de terminer ce point, revenir sur un aspect que vous avez abordé tantôt, c'était la question de l'éducation. Et une question nous est restée au travers de la gorge, c'est celle de réduire la durée du primaire de 6 à 5 ans. Quel est l'objectif recherché? L'objectif recherché, c'est un peu d'éviter, de permettre non seulement d'aller plus vite dans le schéma, parce qu'on pense que c'est trop surchargé actuellement, et c'est une réflexion, ce n'est pas une décision qui est prise. Nous avons dit qu'il fallait engager un débat national pour voir un peu est-ce que nous ne pouvons pas alléger la durée, je dirais, du primaire pour permettre effectivement aux enfants d'accéder plus rapidement au post-primaire. Bon, mais cela, ça nécessite de regarder un peu les programmes de formation, etc., etc. Bon, l'idée de base étant qu'on peut faire en sorte que le CP, qui est la base, la source essentielle de formation, ce ne soit plus un CP1, un CP2, mais un CP tout court, et qui permet après de passer au CE1, etc. Et donc, c'est une réflexion qui doit être menée, mais aucune décision n'est prise en la matière. Je pense que nous devions également faire en sorte qu'au niveau du gouvernement, on ait un ministère de l'Éducation nationale qui prenne en charge depuis le préscolaire jusqu'au secondaire, de manière à ce qu'on puisse mutualiser, je disais, et les infrastructures et le personnel. Parce que cela me semble être une solution que nous pouvons adopter, parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les problèmes de continuum, il y a toujours une partie qui se retrouve au ministère de l'Enseignement supérieur, une autre partie qui se trouve au niveau du ministère de l'Enseignement de base. Nous estimons, en tout cas, de mon point de vue, je considère qu'il faut faire en sorte que le ministère de l'Éducation nationale prenne en charge globalement ces questions-là. Alors, vous êtes une ancienne gloire du basketball burkinabé. Le sport burkinabé, en dehors du cyclisme, se meurt. Comment comptez-vous faire pour le réhabiliter? Bon, je pense qu'en matière de sport,
il nous faut vraiment définir depuis la formation, je dirais depuis les minimes, les juniors, les seniors, etc. Et que nous puissions vraiment dégager à chaque niveau des vraies élites que nous allons former de façon spécifique. Il nous faut mettre certainement des moyens. Et je crois que nous ne mettons pas suffisamment de moyens. C'est vrai que nous avons le football qui était un espoir à un moment donné. Mais quand vous regardez, évidemment, c'est une composition qui est faite généralement par les quelques professionnels que nous avons eu ça et là, qui aujourd'hui, qu'on le veut ou non, sont vieillissants. Nous devons constituer des relèves, que ce soit au niveau du foot, que ce soit au niveau des autres secteurs, pour pouvoir faire en sorte que demain, le Burkina Faso ait une équipe qui ne soit pas composée simplement de façon opportune, mais qui ait une structure qui permette de gagner des victoires et qui permette d'être vraiment à la hauteur des compétitions internationales. Ça veut dire qu'il y a une réorganisation d'ensemble que nous devons faire au niveau de ces différents sports pour pouvoir créer non seulement l'émulation, mais également la sélection des espoirs de demain pour lesquels nous mettons un accent particulier pour leur permettre d'améliorer leurs conditions techniques et physiques. Vous êtes un ancien banquier et moi j'aime bien parler d'argent avec vous. Alors comment on va faire pour financer ce sport-là? Parce que c'est l'un des gros handicaps, ce que vous avez dit, la mise en place des équipes de minimes, les pépinières de footballeurs, ça existe, on a essayé sous différentes formes, et les résultats plus ou moins congrus parce que simplement il n'y a pas d'argent pour financer le sport burkinabé. Comment vous comptez le financer à tous les niveaux? Je pense que nous pouvons le financer d'une part par le budget de l'État en partie, mais également par des mécènes que nous devons approcher pour aider à ce que nous puissions, dans le cadre également d'un jeu entre le privé et le public, pouvoir appuyer le football. Parce que c'est quand même, et les autres sports, parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'important, et c'est un stimulant pour la jeunesse, pour le pays, c'est une fierté pour tout le monde. Donc nous avons intérêt à mettre l'argent qu'il faut dans ces activités-là. Alors, parlant de la dynamisation des secteurs porteurs de l'économie et des emplois, votre programme trouve son exécution dans le plan national de développement économique et social. Comment allez-vous le financer? C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que le programme du président, le programme du candidat doit être la base du programme de développement de notre pays. Pour nous, il n'est pas question d'avoir un programme présidentiel qui est d'un côté, et d'autre côté, des programmes que nous faisons avec nos partenaires qui n'a pas de lien avec le programme du président. C'est pourquoi nous avons dit, à partir du programme du président, on va établir le plan national de développement économique et social. Le plan national de développement économique et social va fédérer l'ensemble des plans sectoriels et des engagements que nous avons avec les partenaires. Donc ça va être un tout. À partir de ce moment, le financement, pour nous, est simple. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Nous avons en tout, en termes de financement, à rechercher pour les 5 ans, 16 400 milliards de francs CFA en termes de financement. Et j'ai dit, dedans, vous avez 6 700 milliards de charges fixes, qui sont les charges de fonctionnement de l'État. Alors, ça veut dire que nous devons rechercher, grosso modo, 9 900 milliards. Dans ces 9 900 milliards, nous considérons que, grâce à la bonne gestion, grâce à la bonne gouvernance, nous devons pouvoir avoir une épargne budgétaire sur 5 ans de l'ordre de 3 000 milliards. Deuxièmement, nous considérons qu'avec nos partenaires au développement, qui habituellement nous font des dons et des prêts, nous pouvons également négocier, dans le cadre des différents projets que nous mettons en branle, environ 2 400 milliards. Et enfin, dans le cadre des partenariats public-privé, le reliquat sera trouvé justement pour permettre de financer les 9 900 milliards dont je vous parle, y compris des emprunts obligataires que nous prendrons de l'ordre de 500 milliards.
Il y a un fait important, c'est la question notamment de la taxation, de la fiscalité que vous allez mettre en place. On avait parlé tantôt du foncier. Est-ce que vous allez élargir cette base? Parce qu'on estime peut-être que les Burkinabés, notamment dans l'espace UEMOA, sont ceux qui contribuent le moins en termes de pression fiscale. Est-ce que vous allez revoir ça? Est-ce que vous allez augmenter ou pas? Non, pour nous, la pression fiscale, il faut l'augmenter quand les affaires marchent. Parce qu'aujourd'hui, augmenter la pression fiscale, c'est un risque de ne pas faire entrer des sous du tout. C'est pour ça que nous avons décidé au niveau de notre programme de regarder surtout la nouvelle taxation que nous avons mis en place en faisant une évaluation de base. Parce que nous avons dit, bon, écoutez, les terrains qui ne sont pas construits, affectons-leur simplement 5 000 francs, 10 000 francs pour ceux qui sont bâtis, ça fait 45 milliards, c'est un minimum. Mais lorsque nous aurons fait le point de l'ensemble, je dirais, des terrains, à ce moment-là, nous pourrons avoir une taxation qui tienne compte aussi des endroits et des niveaux des maisons, parce que je pense qu'il faut en tenir compte pour que nous puissions mobiliser le maximum de ressources à ce niveau pour les collectivités, comme je l'ai dit tantôt. 45 milliards sur les 5 ans, je suppose, ou 45 milliards par an? Parce que c'est 1 million de parcelles. 1 million de que vous multipliez, c'est sur les 5 ans. Sur les 5 ans. Voilà. Mais je pense que c'est un minimum qu'on a eu à mettre en place. Oui, vous proposez au Burkinabé une garantie de la sécurité foncière. Alors, dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, on voit que cela est capital. Il existe une politique sur le foncier agricole qui date de 2009. De cette loi devrait être mise en place l'Agence nationale des terres rurales, le Fonds national de sécurisation foncière, le Comité national de sécurisation foncière. S'agit-il d'une remise en cause de cette politique? Il n'y a pas de remise en cause. Nous disons simplement qu'il faut que, au niveau, il faut sécuriser, je dirais, les terres pour les paysans. C'est tout à fait normal. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, lorsque nous avons voulu aménager certaines plaines, l'une des exigences des partenaires même a été de faire en sorte que chacun soit propriétaire de sa parcelle. Parce que non seulement ça permet au niveau bancaire de pouvoir également, je dirais, monnayer, je dirais, cette parcelle, de pouvoir avoir des garanties, d'avoir des financements, mais pour celui qui cultive même, c'est important. Vous savez également, vous n'êtes pas sans savoir également qu'aujourd'hui, que ce soit des fonctionnaires ou différentes personnes, beaucoup ont pris des centaines d'hectares qui dans des provinces et dans des communes diverses, hectares parfois qui ne sont même pas exploités, au détriment, je dirais, de paysans qui ont donné ces hectares-là, je dirais, à moindre coût. Donc ce n'est pas une remise en cause, nous disons simplement que les textes de l'État doivent être mis en œuvre, mais nous devons travailler à ce qu'il y ait la sécurisation foncière dans notre pays. Nous devons travailler à ce que chacun sache que cette parcelle qui est là, où il cultive, où il travaille, ça lui appartient. Est-ce que justement vous en avez parlé? Ça me permet de venir. Vous avez à un moment donné, on vous a suspecté ou on vous a prêté des parcelles données dans certaines régions. Je pense qu'il y a eu un problème autour de Koudougou à un moment donné, si je ne m'abuse. Au final, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retirer ces parcelles-là, vous allez si elles ne sont pas exploitées, vous allez les reverser dans le domaine de l'exploitation agricole. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je pense que pour les parcelles, il y a des règles. Chaque fois qu'on a donné une parcelle à quelqu'un, si c'est dans le cadre de la construction, un délai de construction. Si ce n'est pas respecté, ça veut dire qu'il faut retirer la parcelle. Alors, en ce qui me concerne, vraiment, je tiens à vous rassurer que je n'ai pas de problème de parcelle. C'est des allusions et c'était des mauvaises intentions qui m'étaient prêtées, mais en tout état de cause, je dirais que toute vérification peut être faite en ce qui concerne les parcelles me concernant. J'en ai vraiment très peu. Oui, on va aussi parler de l'occupation de ces centaines d'hectares dont vous avez parlé récemment. Et dans certaines parties du Burkina, la question se pose avec acuité. Comment vous allez gérer la situation? Parce qu'il y a eu des grogne par le passé autour de cela, notamment dans la zone de Kassou, un peu vers le sud de Ouagadougou. Je pense que c'est très simple. Si des gens prennent des hectares qu'ils n'exploitent pas, je crois qu'il faut les retirer. Et il faut pouvoir définir, je dirais, des limites à la boulimie des gens.
Évidemment, si on veut faire de l'exploitation agricole, on peut dire, ok, il faut prendre 10 hectares, vous exploitez. Mais aller prendre 100 hectares pour ne rien faire dedans, on a coupé les arbres, donc on joue sur l'environnement, etc., etc., je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi c'est des questions que nous allons examiner au plus tôt pour permettre également à ceux à qui la terre peut profiter parce qu'ils y travaillent, qu'ils puissent bénéficier de la terre et continuer à faire leur culture tout à fait normalement. Oui, vous parlez d'instaurer l'impôt sur le foncier. Et quelles sont les activités qui seront concernées et quel est le niveau de recette de cet impôt? Non, je viens de le dire tantôt. Hein. J'ai dit que pour l'instant, nous parlons simplement des parcelles d'habitation. Nous n'avons pas dépassé encore ce cadre-là. Et je vous ai dit que déjà par une itération simple, qui consiste à dire les bâtiments construits 10 000 francs et les bâtiments non construits 5 000, et si vous prenez qu'il y a à peu près 1 million, je dirais, de terrains, vous calculez très rapidement, vous verrez que ça sera environ 45 milliards environ par an. Est-ce qu'on aura une informatisation de cette... Absolument. Nous allons procéder à l'informatisation. Okay. Tout à fait. Vous avez dit dans votre programme que vous voulez rendre le commerce un peu plus dynamique. Et on sait cependant que le secteur, notamment des importations alimentaires, le secteur du transport, est dominé de fait par des petits groupes qui ont créé des monopoles. Comment vous allez faire pour redynamiser véritablement ce secteur-là et qu'il soit plus répartition de richesses à l'intérieur du pays? Nous avons dit que d'abord, les monopoles seront cassés. Pour nous, il n'est plus question qu'il y ait des gens qui aient le monopole pour le sucre, qui aient le monopole pour le ciment, qui ait des monopoles pour différentes denrées, farine, etc., etc. Ces monopoles-là seront cassés. Ça, au moins, c'est clair et net. Deuxièmement, nous pensons également qu'il faut que, pour des produits de première nécessité, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, nous puissions faire en sorte également de faire des commandes qui soient des commandes groupées pour pouvoir baisser le prix et pouvoir porter, je dirais, les denrées à des coûts qui sont acceptables pour les populations. Et je dois dire que, en tout cas, la concurrence déloyale qui peut avoir également mise, on travaillera également à l'application des textes pour que cette concurrence déloyale, on y mette fin également. C'est pour dire que, en ce qui me concerne, au niveau du commerce, nous devons faire en sorte que non seulement les instruments qui fondent, qui encadrent le commerce, jouent leur rôle. Je parle du patronat, je parle de la chambre de commerce, je parle également de la maison de l'entreprise, mais que également nous fassions en sorte que nos commerçants soient des patriotes, que nos commerçants travaillent pour leur intérêt, mais sachent d'abord que c'est l'intérêt du Burkina qui prime. Est-ce que dans le business, on veut demander ça à quelqu'un? On peut demander, mais si on ne demande pas les mesures coercitives, feront qu'ils vont l'appliquer. Parce que c'est la même chose concernant la fraude. On est obligé de mettre fin. Même si on cherche de l'argent, on est obligé de chercher ses bénéfices tout en n'empiétant pas sur les intérêts des populations. Je crois que c'est très clair. Donc, c'est pour dire que nous allons travailler en tout cas à ce que les monopoles, à ce que la fraude, à ce que ceux qui avaient, je dirais, des plates-bandes déjà tracées, tout cela sera supprimé. Alors on sait que de par le passé, il y a eu des accointances entre dirigeants politiques et hommes d'affaires. Quelle garantie donnez-vous aujourd'hui au Burkinabé que cela ne va plus se reproduire? Nous avons dit que la plus grande fraude qui peut exister dans un pays, c'est la fraude qui est gérée au niveau de l'État. Et en ce qui nous concerne, j'ai dit et j'ai répété que la bonne gouvernance que nous allons mettre en place doit mettre fin définitivement à cette fraude organisée au niveau de l'appareil d'État. Parce que, comme on dit, le poisson pourrit par la tête. Et nous devons veiller fermement à ce que, justement, nous soyons loyaux et que nous travaillons dans l'intérêt de Burkina Faso dans ce sens. Nous devons travailler à remonter les recettes de l'État. Mais on ne peut pas travailler à remonter les recettes de l'État si nous participons à faciliter la fraude. Ça veut dire que les objectifs que nous voulons atteindre ne seront pas atteints. Donc de ce point de vue-là, c'est un engagement personnel que je prends de dire que cette mafia au sommet n'existera pas.
Alors, dans le domaine de la banque, vous avez dit, et c'est parce qu'on a besoin de financement, vous avez beaucoup insisté dessus, les femmes, les PME, il y a un besoin de financement, et vous dites que vous allez créer des banques spécialisées, notamment pour les PME, pour les femmes, mais à côté, vous mettez également une caisse de dépôt pour notamment financer tout ce qui va être habitat, etc. On a vu l'exemple des banques spécialisées, notamment de l'agriculture, qui n'ont pas beaucoup marché. Pourquoi ne pas simplement conserver votre caisse de dépôt pour appuyer les institutions bancaires classiques dans le financement des PME et des femmes? Non, nous on a deux options. La première option, c'est que les banques classiques ont des taux d'intérêt qui ne sont pas accessibles pour le type d'opération qui est prévu. Donc forcément, nous devons mettre en place des banques, notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises et pour l'agriculture, qui, grâce à des lignes de crédit, ont des taux qui sont assez, je dirais, intéressants pour l'activité qu'ils mènent. Maintenant, concernant les garanties peuvent se mettre de plusieurs sortes. On peut avoir des fonds de garantie sans avoir besoin d'utiliser la caisse de dépôt et consignation. On peut s'entendre, mettre en place des fonds pour appuyer des projets qui sont des projets sérieux, des projets bancables, des projets porteurs, aussi bien en affaires qu'en emploi. Donc je veux dire que de ce point de vue-là, nous avons séparé volontairement, je dirais, la nécessité de mettre en place ces nouvelles banques et la banque, je dirais, de l'agriculture, qui va s'occuper de l'agriculture, va être mise en place à partir de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine, qui vont apporter également au capital leur participation, les groupements, etc., qui ont des moyens qu'ils déposent déjà dans un certain nombre de banques. Ils viendront donc là-bas mettre leurs dépôts et ça sera une opportunité de mobiliser l'épargne également locale au Burkina Faso. Alors, tous les candidats, on en a 14, tout le monde dit il faut que l'on consomme burkinabé, il faut qu'on développe le tissu industriel, il faut que les recettes minières développent effectivement le pays. De façon concrète, si j'avais un élément à recevoir de vous sur cette question, notamment industrielle et minière, là, ce serait laquelle? Je dis, en ce qui concerne l'industrie, je pense que nous avons, je dirais simplement, que nous devons faire en sorte de consommer burkinabé. Pourquoi? Parce que cela participe au développement de notre économie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, parce que comme vous savez, nous avons beaucoup de produits, le sésame. On peut mettre une petite et moyenne entreprise pour les souffleries, le traitement, l'empaquetage, pour donner une qualité de la valeur ajoutée à la vente à l'extérieur, à l'international. Nous avons l'anacarde qui produit au Burkina Faso. Au lieu de le vendre comme ça, nous pouvons le traiter avant. Ça nous donne plus d'argent pour ceux qui produisent l'anacarde, qui le collectent. Au niveau de l'élevage, nous avons le lait. On se dit toujours, on importe beaucoup de lait de l'extérieur, on importe du beurre. On a la possibilité de développer également des industries pour travailler dans ce domaine. Et je n'oublie pas le coton, qui est un facteur important, où nous pouvons faire quand même la transformation partielle de ce potentiel que nous avons déjà d'ailleurs, soit en phosphonie, soit en tissu, etc., etc. Donc, il y a quand même des raisons de faire en sorte que l'industrialisation ait un sens. Mais cela doit se faire en tenant compte des potentialités de chaque région. Il y a des régions où c'est les fruits et légumes. Il y a des régions où c'est le sésame, le niébé, etc. Il faut que nous travaillions à cette industrialisation-là, justement en tenant compte de ces potentiels par région, en faisant en sorte que dans chaque région, ce soit également des pôles de développement de l'industrie naissante, même si elle est petite pour le moment, et qui permettent également d'apporter de la valeur ajoutée dans le travail. Comment vous allez gérer la question des coûts de production, qui sont notamment l'énergie, mais également les questions du transport, et qui posent véritablement un handicap aux entreprises? C'est pourquoi, c'est vrai, c'est-à-dire en termes d'exportation, nous ne sommes pas, et de compétitivité, nous avons plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'électricité, et je pense que là, il y a certainement une réflexion à mener, puisque vous savez que pour l'instant, une partie du coût de l'électricité est subventionnée par l'État. Bon, donc tout le monde en bénéficie. Alors la question, il faut se la poser, c'est de voir, est-ce qu'il est normal qu'on continue à faire en sorte que tout le monde en bénéficie, ou est-ce qu'il faut décrocher un certain nombre de sociétés
qui bénéficient de l'exonération pour qu'ils paient en réel le coût de la Sonabel. Ce sont des réflexions. Tout en veillant à ce que les petits consommateurs ne payent pas beaucoup. Est-ce que nous allons continuer également à subventionner des personnes qui ont les moyens, je dirais, d'avoir des maisons, d'avoir 10 climatiseurs dans leur maison, etc., au même niveau que celui qui, évidemment, a son ventilo dans sa maison, sa petite télé et son petit frigo. Ce sont des réflexions qu'il faut mener pour voir si on ne peut pas stratifier le paiement de la Sonabel. Parce qu'il y a deux choses. Il y a la subvention, mais c'est que la Sonabel, aujourd'hui, elle vend à perte l'électricité. Entre son coût de production et ce qu'elle reçoit, il y a des pertes. Est-ce que durablement, c'est viable? Donc, je crois qu'il y a des réflexions que nous devons mener, et le plus rapidement possible, pour permettre à cette Sonabel de retrouver un peu le sens de la bonne marche, même si nous ne résolvons pas dans le court terme les questions de compétitivité du prix des productions locales de l'électricité, par exemple. Mais ce que je dis également, il faut que chacun travaille à ce qu'on utilise au mieux et de façon efficace cette électricité qui est mise à disposition. C'est important pour pouvoir gagner aussi un peu, je dirais, d'économie dans la consommation qu'on peut faire, que ce soit au niveau des usines ou même au niveau des services de l'État. Oui, on va parler à présent des relations internationales. On sait que Blaise Compaoré, à son temps, avait parlé de diplomatie du déploiement. Vous, comment est-ce que vous définissez du développement, oui. Comment est-ce que vous définissez la diplomatie que vous allez mettre en place? Il n'y a pas de définition. Je vais dire simplement que la diplomatie que nous devons mener est une diplomatie où nous devons travailler à la recherche des intérêts réciproques des pays. Intérêts réciproques, intérêt de paix entre les pays, intérêt de développement économique et de gains réciproques. Et c'est la même chose qu'on l'appelle diplomatie du développement ou diplomatie de je ne sais quoi, c'est la même chose. Et l'axe Ouagadougou-Abidjan qui semble un peu boiteux ces derniers jours-là, vous allez la conserver comme un axe fort dans notre déploiement sous-régional? Je pense qu'il n'y a pas de choix que nous gardions l'axe Abidjan-Ouaga comme un axe de développement fort, que ce soit du plan historique ou du plan même de la géographie des populations que nous avons, de Burkinabé que nous avons en Côte d'Ivoire. L'intérêt du Burkina Faso, c'est de travailler à développer ces rapports, je dirais, de fraternité, d'amitié, et je dirais également de renforcement de nos cadres, CEDEAO, UEMOA, etc., avec tous nos pays voisins, sans exception. C'est là qu'il se trouve notre intérêt. Et nous, on fera, le Burkina Faso restera un pays vraiment qui travaillera à la paix et qui participera à toutes les institutions où il est question de paix en Afrique et dans le monde. Je crois que c'est très clair à ce niveau. Nous allons en tout cas poursuivre ces relations avec les différents pays que nous avons dans ce sens. On a constaté également que les flux financiers entre le Burkina Faso et Taïwan sont comme gérés par la présidence du Faso. Alors, quel avenir pour cette coopération bilatérale? Vous savez, nous avons des relations avec Taïwan et ces relations, jusqu'à nos jours, se déroulent assez bien. Pour nous, il n'y a pas d'ombre, en tout cas, dans cette relation, en ce qui me concerne pour le moment. Et nous entendons pouvoir continuer à travailler, en tout cas, avec Taïwan. Et vous allez continuer à avoir les 6 engagements? Parce qu'on sait que c'est essentiellement financé par Taïwan. Mais nous allons, je dirais, reconfigurer les rapports de développement, puisque les projets qui sont soumis au financement de Taïwan sont des projets du Burkina Faso. Donc ce sera sur la base de notre plan national de développement économique et social que nous discuterons maintenant. Alors on va finir cet entretien, on va laisser la parole. Il y a un aspect que Soumaïla avait souvent souligné, c'est la question sécuritaire. Vous en avez parlé, c'est la question de l'armée. Comment vous comptez la réorganiser? Vous en avez fait cas dans votre programme pour une armée républicaine. Vous parlez d'une réorganisation. Comment vous voyez cette réorganisation-là? Bon, d'abord, je voudrais dire que déjà, vous savez que le CNT a pris la loi qui, au niveau de la Constitution,
précise le rôle de l'armée. Nous devons avoir une armée apolitique, une armée républicaine, et de ce point de vue-là, une armée également que nous devons former aussi bien aux droits de l'homme que sur le plan technique et professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'armée est utile. Et je dis qu'en ce qui concerne la réorganisation interne de l'armée, il est évident que le chef de l'État étant en même temps le chef suprême des armées, en liaison avec les différentes autorités, nous regardons en son temps la forme de réorganisation que nous allons mettre en place. Nous avons dit également que l'armée doit avoir un rôle contributif au développement. Ça veut dire que ce soit pour les routes, les infrastructures, nous devons faire en sorte que l'armée joue son rôle également à ce niveau, tout en jouant son rôle classique qui est la défense des frontières et la défense de la sécurité des Burkinabés de façon générale. Vous êtes celui qui veut être président du Faso, vous dites que vous allez consulter les différentes forces, les différents acteurs. L'idée forte pour vous, c'est quoi? Vous voyez cette armée-là comment? Parce qu'au final, vous parlez de discussion, mais on n'a pas vu votre idée forte par rapport à cette armée-là, au-delà des principes de républicains, d'une armée de production également. Mais vous savez très bien que pour l'instant, je ne suis pas militaire, il faut bien qu'on discute quand même avec ceux qui sont concernés pour voir la forme d'organisation que nous allons mettre qui sera la plus opérationnelle pour nous, aussi bien au plan militaire, notamment sécurisation de nos frontières, aussi bien au plan de la défense également, je dirais, de nos populations, que de la lutte contre également, vous savez très bien, le terrorisme. C'est important. Quels sont les équipements, quels sont les hommes, comment on va les redistribuer? C'est quand même des questions qu'on ne peut pas discuter tout seul dans son bureau. C'est pourquoi je dis il y aura cette concertation, nous aurons une réunion avec l'ensemble du staff de l'armée pour en discuter et définir les lignes directrices. Ce qui est important pour nous déjà, c'est le caractère républicain de l'armée. Nous devons le réaffirmer. Ce qui est important pour nous, c'est la formation de nos militaires à tous les niveaux, dans tous les secteurs, comme les civils, sur l'informatique, ils le font déjà, mais il faut multiplier ce genre parce qu'ils contribueront ainsi, je dirais, au développement économique du pays dans différents secteurs également. Alors, Soumaïla et moi, on a eu du plaisir à vous recevoir. On se demande si les téléspectateurs chez eux ont eu la même chose. Alors, au final, parmi les 14 candidats, choisir Roch Marc Christian Kaboré, pourquoi au final? Je dirais simplement choisir Roch Marc Christian Kaboré parce que, comme je dis, j'ai une bonne expérience, aussi bien du secteur privé, d'une part, puisque j'ai assumé pendant 5 années la direction générale de la Banque internationale du Burkina Faso. J'ai une expérience également au niveau de l'exécutif, puisque j'ai eu l'opportunité d'occuper différentes fonctions de ministre jusqu'au Premier ministre. Et j'ai également une bonne connaissance du législatif, puisque j'ai passé 10 ans également à ce niveau. C'est pour dire que ce cumul d'expérience est bon pour la suite, parce que ça nous évite de perdre du temps dans des recherches inutiles. Et donc Kaboré, parce qu'il a été déjà dans le cœur du système, connaît également les défaillances de ce système et comment y remédier. C'est pourquoi je voudrais dire que le projet de société que je propose au peuple burkinabé, c'est un projet de société qui vise à ce qu'ensemble, nous puissions tous nous mettre à nos postes de combat pour que nous puissions dégager, amener le Burkina Faso dans la voie de la croissance, de manière à ce que les fruits de la croissance puissent servir à faire en sorte que les plus démunis également se sentent dans la dignité du Burkina Faso. C'est pour dire que nous avons un souci de justice sociale, nous avons le souci de mener ce pays dans l'intégrité, dans l'amour pour son pays et également dans la bonne gouvernance. Et je voudrais enfin insister sur le fait que nous ne pourrons aller au développement ensemble, main dans la main, que si nous réglions le problème, je dirais, de la réconciliation des Burkinabés avec leur histoire. Et ça, c'est un aspect qui est fondamental. Ok. Avec Soumaïla Ouedraogo, nous avons passé 1 heure avec le candidat Roch Marc Christian Kaboré. Merci, M. Kaboré. Merci. À vous qui nous avez suivis, excellente fin de soirée. Cette émission est présentée donc par le Conseil supérieur de la communication, avec bien sûr la réalisation et le soutien de la télévision nationale du Burkina. Bonne fin de soirée chez vous. Merci et bonsoir.
jamais qu'il y a quelqu'un au-dessous de toi. Même si tu n'es pas beau, dis bien toi qu'un jour tu seras le plus beau. Tout le monde n'a qu'à se lever. Oh Jessica, son balangay, tu veux que je m'enjaille. Pensons-nous bien, laisse tomber là, laisse tomber ces systèmes et qu'on s'en aille. Yeah man, Arias. Même s'il est petit, le Burkina demeure mon pays. Même si on n'a pas d'argent.